En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Todd. L'anthropologue viendra nous parler de « Il était une fois la famille », la bande dessinée qu'il publie avec le dessinateur Terreur graphique chez Casterman. Nous évoquerons également la situation géopolitique mondiale et notamment la menace nucléaire russe. Nous verrons que pour comprendre le bouleversement du monde actuel, il n'est pas inutile de connaître l'histoire et la culture des nations et notamment leur système familial. La guerre entre l'Occident et la Russie est-elle aussi un affrontement anthropologique, un conflit entre deux systèmes de valeurs irréconciliables? Faut-il prendre au sérieux la menace nucléaire russe? La fin de la guerre en Ukraine marquera-t-elle la chute de l'Occident? Tout de suite les réponses d'Emmanuel Todd en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler d'abord de votre bande dessinée, alors plutôt de la bande dessinée de terreur graphique, hein, le dessinateur qui met justement en dessin votre thèse sur les systèmes familiaux. C'est chez Casterman. On commencera par discuter de cela pour raccrocher à la géopolitique. Mais parce que justement... C'est pas raccrocher. Moi, mon rêve, ça serait que tous les gens du Quai d'Orsay, de l'Élysée, de Matignon lisent cette BD qui leur permettrait de comprendre pourquoi ils ont foiré face à la Russie et à Poutine. Eh bien voilà, on verra justement le rapport qu'il peut y avoir entre les systèmes familiaux et les rapports géopolitiques mondiaux. Mais peut-être justement, expliquez-nous ce qu'est un système familial et puis pourquoi c'est aussi important pour connaître les peuples et les cultures. Et donc pourquoi le Quai d'Orsay devrait effectivement se pencher sur les systèmes familiaux avant de prendre des décisions géopolitiques. Bien mot sur la BD, parce que je voudrais pas que les gens soient trompés. C'est un livre drôle et terrographique. Sur le plan scientifique, pour moi, c'est nickel. J'ai tout contrôlé, c'est très sérieux, les 4 types familiaux. Mais terrographique a mis en scène 2 personnages totalement absurdes. Moi, transformé... une sorte de méchant savant, arrogant, vraiment insupportable. C'est vraiment... c'est pas conforme à la réalité, Emmanuel? C'est mon moi de chercheur. En tant que chercheur, je ne suis pas très aimable, mais je pense qu'en tant en tant qu'homme, je confirme que vous êtes tout le monde. Très sympathique. Moi, j'irai pas jusque-là, mais enfin normal en tout cas. Terreur graphique, lui, c'est représenté... un type qui vient pour essayer de faire comprendre pourquoi ses enfants veulent toujours être égaux dans l'amour et les dons de leurs parents. Et il s'est représenté donc en type qui vient pour apprendre, mais il a fait de lui-même une sorte de Benet qui se fait une sorte de Watson face à Sherlock Holmes. Alors à la fin, je lui ai demandé s'il était masochiste. Et il m'a dit, écoute Emmanuel, t'as rien compris, c'est technique. Il faut, quand on a un duo comme ça dans une BD, il faut qu'il y ait ce genre de rapport. Donc ça s'est réussi. Et puis il est vraiment drôle, puis on s'est bien entendu. Et en fait, les 2 personnages sont projetés dans un voyage spatio-temporel dans les 4 grands types familiaux européens. Donc il y a la famille nucléaire égalitaire française, liberté des enfants, égalité des enfants, la famille nucléaire anglaise, la même liberté, capacité de partir tôt du foyer qu'en France, mais sans principe d'égalité entre enfants, la famille souche allemande et accessoirement japonaise, où là il y avait un héritier unique qui prenait le bien familial, donc une famille très structurée par les principes d'autorité et d'inégalité. On commence à sentir l'Allemagne, là. Hein. On commence à voir où je veux en venir. Et puis, la famille communautaire, là où tous les fils restent avec le père, sont égaux. Et c'est le type russe, évidemment. Et donc, la théorie, très simplement, ce qu'elle dit, c'est que
Ça, c'est les fonds paysans. Ce dont je viens de parler, c'est la famille paysanne du 16e, 17e, 18e siècle. Ça a évolué depuis. Alors depuis, ça a changé et tout a explosé. Vous voulez voir. Et en fait, ce que dit la théorie, c'est que quand les sociétés entrent en modernisation, la modernisation, c'est l'alphabétisation, c'est l'urbanisation, l'industrialisation, etc. Et ben, la famille perd son rôle central, en fait, dans tout, mais ses valeurs sont projetées et diffuses dans l'ensemble de la vie sociale. Et donc, les idéologies politiques qui s'imposent et dont sont liées au système familial. C'est-à-dire, on nous dit, ce qu'on nous dit en France, on nous dit, oui, 18e siècle, les philosophes, l'encyclopédie, et bon, liberté, égalité, les gens trouvent ça. En fait, la vérité, c'est que les principes de liberté et d'égalité, c'était le mode de fonctionnement de la famille des paysans du bassin parisien. Quand les mecs ont appris à lire et écrire, ils trouvaient que c'était ça qui était sympa. Et donc, ils ont décapité le roi, tranquille, et puis on a la devise de la République. C'était un peu chaotique, mais on est arrivé. Mais c'est pas un peu déterministe, voire essentialiste comme théorie? Oui, mais ça, c'est le problème avec les théories scientifiques. Souvent, il y a des choses qui sont déterminées par d'autres. Mais ce que ne dit pas la théorie, c'est que ça explique tout. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais compris sur mon travail. Et d'ailleurs, on a fait un effort... Donc ça n'explique pas tout, ça explique en partie un certain nombre de choses. Rassurez-moi. Cher Alexandre Devecchio... Je connais votre ego, donc j'ai parfois l'impression que vous voulez tout expliquer. Cher Alexandre Devecchio, je vais vous faire une révélation. C'est un scoop. Je ne suis pas fou allié. Et donc, dans le livre d'ailleurs, et on a fait un truc, on était d'accord avec Terreur, qui admire beaucoup le Japon pour des raisons graphiques, moi qui aime beaucoup le Japon pour des tas d'autres raisons. On a mis le Japon avec l'Allemagne pour montrer en fait que la famille n'expliquait pas tout, puisque c'est les mêmes types familiaux. Donc on va avoir le même type de société en modernisation hiérarchique, disciplinée, efficace sur le plan industriel, autoritaire, développant des idéologies ethnocentriques. Les frères sont pas égaux, donc on se modernise. Donc les hommes sont pas égaux, les peuples sont pas égaux, et on sait à quoi ça mène. À quoi ça mène pour l'Allemagne. Simplement, on a aussi noté des différences très, très, très sommairement et brièvement, mais la gestion des rapports d'inégalité et d'autorité dans les deux sociétés n'est pas la même. Les Allemands ont un principe de franchise. Si vous dites... si vous êtes dans une société inégalitaire où les gens sont francs, ça va être brutal, l'expression des rapports. Au Japon, il y a au contraire le souci de courtoisie, voilà. Et donc, il y a toutes sortes de différences. J'arrive à la fin à cette proposition. C'est un peu à la rigolade. Donc, la BD se permet quand même des simplifications. On dit qu'il y a quand même des différences. Je dis, les Japonais sont Japonais à mi-temps et les Allemands sont Allemands à plein temps. Oui, des choses comme ça. Et donc non, évidemment que la famille n'explique pas tout. Il y a une histoire. Et la famille russe, par exemple. Allons-y. C'est l'angoisse du moment. Au cœur du sujet. La famille russe, c'est... Oui. Je dis au cœur du sujet, puisque faut rappeler aux auditeurs que vous avez fait un livre il y a un an, ou peut-être même moins d'un an, qui s'appelait la chute de l'Occident, justement pour... C'est sorti en janvier dernier. La défaite de l'Occident. La défaite de l'Occident, pour décrire justement les conséquences du conflit en Ukraine. Quand je l'écrivais, il s'agissait de prévoir. Je l'ai écrit au moment de la contre-offensive ukrainienne, dont le Pentagone attendait des résultats extraordinaires. Et c'était prévoir, puisqu'à l'époque, je disais la défaite de l'Occident est certaine. Mais évidemment, maintenant que la défaite de l'Occident est en train de se réaliser, le livre est simplement une description de la réalité. On y reviendra, mais justement, c'était pour amener la question de la Russie qui vous passionne. Donc, le modèle familial russe, en quoi il est différent Alors, le modèle familial russe, c'est un modèle qu'on trouve aussi en Chine, au Vietnam, en fait, dans tous les pays qui ont fait des révolutions communistes endogènes. C'est aussi celui de l'Italie centrale, où le Parti communiste était très fort, ou la bordure nord-ouest du Massif central, où il y avait des communistes en France. C'est un système, vous avez le père, la femme, qui produisent des enfants. On garde les fils au domicile familial, on est en milieu paysan. Et au moment du mariage, les groupes familiaux échangent les femmes un peu comme des paquets. Vous voyez ?
Et on a formation d'énormes unités domestiques à 3 générations, le père, ses fils, les épouses venues de l'extérieur et les enfants. Et les valeurs fondamentales de ce système, c'est l'autorité, bien sûr, puisque les fils adultes restent sous l'autorité du père, et l'égalité des frères. Et principe autorité, égalité. Quand ce système explose, ces valeurs sont relâchées dans la société, mais c'est les valeurs du communisme, l'autoritarisme et l'égalitarisme. Et surtout, ce qu'il faut voir, le modèle est dynamique, parce que je ne dis pas la famille et le communisme, c'est la même chose. Ce que je dis, c'est que quand la Russie se modernise, quand il y a l'abolition du servage, quand les paysans apprennent à lire, c'était avant le communisme, la famille explose, l'individu est relâché, il est libre. C'était un système familial très dur, avec une dimension sadique. Mais l'individu est perdu aussi. Et donc l'individu va rechercher dans des substituts les remplaçants à la famille. L'autorité, ouais. Et donc ça va être celle du communisme. Ça va être le parti communiste, ça va être l'économie centralisée, ça va être le KGB. Moi je dis, l'institution la plus proche de la famille, c'est le KGB, parce qu'il s'occupe des individus de façon personnalisée. D'accord, Emmanuel Todd. On continue à en parler après une courte pause sur Sud Radio avec Emmanuel Todd, en toute vérité. À tout de suite. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Emmanuel Todd. Nous parlons de sa bande dessinée, enfin de la bande dessinée de terreur graphique, mais qui reprend ses thèses sur la famille. Il était une fois la famille. C'est chez Casterman. Et nous parlons aussi du lien justement entre les systèmes familiaux et la géopolitique. Avant la pause, Emmanuel Todd, nous en étions au système familial russe. Vous nous disiez que c'était un système familial fondé sur l'autorité et l'égalité, et que ça se retrouvait dans la société, que le substitut à la famille russe, c'était le KGB. C'était votre dernière phrase choc avant la pause. Le meilleur substitut. Le meilleur substitut. Donc ça explique en fait le système familial russe explique l'évolution politique de la Russie, que ce soit le communisme, le poutinisme aussi. Alors, il y a 2 temps. Il y a 2 une temps. continuation du communisme, le poutinisme. Ça, c'est intéressant. Avec la Russie, on peut le faire pour tous les pays, mais vraiment combiner maintenant avec le recul l'anthropologie et l'histoire. Donc vous partez de la famille paysanne avec ses valeurs d'autorité, d'égalité, de communautarisme. Vous la faites exploser à l'époque de l'alphabétisation universelle. Alphabétisation universelle, tout le monde sait lire et écrire. Idéologie simple, acceptable ou intériorisable par tout le monde. Vous avez le communisme. Mais sous le régime soviétique, vous avez un développement ultérieur de l'éducation. Vous avez un développement de l'éducation supérieure, justement. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus complexe qui désintègre le communisme. Parce que des inégalités entre les individus s'établissent sur le plan éducatif, et vous avez l'effondrement du communisme. Mais après l'effondrement... Alors là, tout le monde s'était mis à attendre une démocratie libérale d'alternance de type anglo-américain. Alors, tous les Américains lancés sur place militaient pour la privatisation de l'économie et une marche forcée vers ça. Mais ça, c'était... Je veux dire, la famille nucléaire anglo-saxonne ou la famille nucléaire anglaise prédispose à la démocratie d'alternance. Ce que vous voulez dire, c'est que les Occidentaux, les Américains à l'époque, et peut-être de manière générale, ne tiennent pas assez compte non seulement des systèmes familiaux, mais surtout de l'histoire, de la culture des pays. Oui, d'une mentalité qui existe et qui est atténuée, bien sûr. Je ne vais pas revenir dans le communisme, mais qui va produire un autre genre d'équilibre dans la société russe on n'ose plus parler d'équilibre pour la société américaine, qui est plutôt en phase de pourrissement, mais quelque chose d'autre. Alors, d'abord, on essaye, Eltsine et compagnie, ça donne une phase d'anarchie et de souffrance terrible. Puis, arrivé au pouvoir de Poutine, stabilisation de la société russe. Et bien entendu, la société russe se stabilise dans ce que j'appelle une démocratie autoritaire, parce que la population soutient le régime, mais parce que les minorités ne sont pas respectées. La minorité la moins respectée de Russie, c'est les oligarques, qui
qui ont été, je veux dire, qui ont été mis au pas, mais ça n'est plus le communisme. C'est plus le communisme, mais est-ce que c'est vraiment la démocratie, c'est plus qu'autoritaire quand on met les opposants en prison, quand il n'y a pas du tout de contre-pouvoir, quand il y a un vote, mais qu'il n'y a pas de, débat politique. L'une des questions que je me pose, en fait, dans mon bouquin, j'ai pas assez, parce que comme tout le monde le savait, j'ai oublié de le rappeler, mais il y a un certain exercice de la violence. C'est-à-dire que les oligarques ont été battus par la violence. Au début de la guerre, une quantité quand même anormale de types travaillant dans le secteur pétrolier et gazier qui sont suicidés, ont sauté par leurs fenêtres. Et donc il y a cette dimension de violence. Alors, les oligarques américains, qui eux contrôlent le pouvoir et s'affrontent pour le pouvoir, ne sont pas menacés par ça. La question terrible que je m'étais posée, c'est que dans un système social très inégalitaire sur le plan matériel, la Russie est presque aussi inégalitaire que les États-Unis. Est-ce que l'État peut garder le contrôle des choses sans violence de ce type? C'est une vraie question pas de philosophie, mais de pratique politique. Mais la réalité, dans les classes moyennes, supérieures russes, on va trouver plus de résistance à Poutine, comme ici, mais la culture russe est là. Donc l'acceptation d'un certain degré d'intégration par l'État, un certain niveau de répression, ça, je dirais, ça passe mieux qu'ailleurs, mais il ne faut pas oublier à quel point c'est différent du communisme. Les Russes, d'abord, c'est une économie de marché. Je veux dire, vraiment, c'est vraiment une économie de marché. Et puis, les Russes ont la liberté de circulation. Ils peuvent sortir s'ils veulent. L'une des grandes différences avec tous les régimes russes antérieurs, grosse surprise, c'est le premier régime russe qui ne soit pas antisémite. Personne ne dit ce genre de choses. Et c'est pour ça, je me souviens qu'on avait fait tous les deux une émission le jour ou dans les jours du coup d'État tentative de coup d'État de Prigojine, ou de révolte de Prigojine. Ouais. De Prigojine. Et moi, j'étais là, paisible, en disant, mais non, c'est un petit phénomène de rien du tout, il ne va rien se passer. Mais c'est pas parce que je suis poutiniste ou je ne sais quoi, ou d'un naturel béat, etc. C'est parce que je voyais bien, et je vois toujours bien que, le discours en Occident, c'est Poutine impose un régime de fer à la Russie, Poutine est fou, Poutine est ceci, Poutine est cela. Non, pour moi, c'est la société russe qui a produit Poutine. En un certain sens, ils ont trouvé, à mon avis, l'être idéal pour la représenter. Et donc, la société russe a des capacités d'organisation, de discipline. Et la raison pour laquelle les Occidentaux se sont cassés les dents sur la Russie, c'est que les sociétés, comme la société russe, qui gardent des traces d'intégration de l'individu, on pourrait dire la même chose de la société allemande, en fait, qui n'est pas une société individualiste, ont des capacités de résistance à la pulvérisation individualiste que l'Angleterre, les États-Unis et la France n'ont pas. Donc, on peut commencer par l'Allemagne. L'industrie allemande résiste. L'Allemagne a un excédent toujours. Là, on dit, comme d'habitude, on dit que l'Allemagne est foutue. La vérité, c'est que l'Allemagne s'en sortira économiquement. Elle a toujours un excédent commercial et c'est notre industrie qui disparaît. La Russie, ils se sont réorganisés. Alors, ce que donne la famille communautaire avec son principe de symétrie, c'est aussi une grosse capacité d'organisation. C'est vraiment c'est comme une sorte de principe étatique. Et donc la Russie garde une industrie, des ingénieurs, une armée. Ce qui explique, c'était l'une des thèses de votre livre, sa bonne résistance par rapport aux moyens déployés par l'Occident dans cette guerre. C'est ça. Et puis surtout, je pense que dans le cas en Allemagne, on n'en parlera pas trop. Je pense que les Allemands gardent tout à fait conscience d'être Allemands et ne sont pas du tout... C'est comme les Japonais, dans l'idée qu'il faut se dissoudre dans un empire universel. Mais dans les systèmes nucléaires, l'idée nationale est pulvérisée. Alors, aux États-Unis, on n'ose pas dire que c'est compensé par un délire mégalomane
d'empire mondial sous direction américaine. Mais en chez même nous, temps, America First, c'est l'idée d'un nationalisme américain d'une certaine manière. Oui, mais la vérité, c'est qu'avec son déficit commercial, l'Amérique vit au crochet du monde. C'est un système impérial, dont le cœur d'ailleurs est implosé avec des baisses de niveau de vie au cœur des États-Unis. En France, on a des élites, enfin, je veux dire en France qu'on aime son pays, qu'on est patriote, qu'on est français, c'est une idée vraiment bizarre. Bon, moi, je suis comme ça, mais je vois bien que je suis un peu isolé. Mais en Russie, l'idée de souveraineté est au cœur de la société. Mais oui, c'est le principe fondamental. Les gens spéculent sur le retour de la religion orthodoxe en Russie ou des choses comme ça. Mais en fait, les Russes, c'est pas une nation très active et agressive, mais les Russes n'ont aucun doute sur le fait qu'ils sont Russes. Et l'idée fondamentale de souveraineté nationale qui anime le régime russe et correspond aux aspirations russes. Et c'est pour ça que le régime ne tombe pas. Est-ce que c'est pas plus que ça? Parce que moi, j'étais dans cette idée-là il y a quelques années en observant ce que faisait le régime russe. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine ne vient pas démentir ça? Est-ce que finalement, vous parlez d'empire américain, mais est-ce qu'on n'a pas deux empires l'un en face de l'autre? La Russie, est-ce que ce que démontre cette guerre, c'est que la Russie est incapable de se vivre autrement que comme un empire? Non, la Russie fait très gros sur la carte. Je reconnais que c'est le plus grand pays du monde. C'est quand même le plus grand pays du monde. C'est le plus grand pays du monde, mais sa population n'est guère supérieure à celle du Japon. Donc le problème de la Russie, c'est d'occuper son propre territoire. Alors pourquoi avoir envahi l'Ukraine? Du point de vue, pourquoi avoir envahi l'Ukraine? Mais l'Ukraine, alors. Si on fait de l'anthropologie... Pourquoi menacer les Pays-Baltes? Pourquoi menacer... Non, mais les Pays-Baltes, c'est les Pays-Baltes qui le disent. Ils n'ont pas envahi les Pays-Baltes. Là, vous projetez dans un futur qui, à mon avis, n'existera pas. Je faisais partie des gens qui ne croyaient pas à l'invasion en Ukraine. L'idée que les Baltes s'excitent comme... Il y a des menaces. Les Baltes disent qu'il y a une menace. Mais pour le moment, on n'a pas vu. On verra quand les Russes auront réglé le problème ukrainien. Il y a une différence anthropologique en Petite Russie, qui est une partie de l'Ukraine. Il y a une autre partie de l'Ukraine. Ça, c'est une chose que... La géographie interne de l'Ukraine est une chose que j'étudie très en détail dans un chapitre de la défaite de l'Occident. Mais vous avez une partie intermédiaire, plutôt proche de la Russie, mais avec des structures familiales également intermédiaires, je veux dire communautaires mais souples. Et puis il y avait le Donbass, qui était juste simplement russe. Et en fait, la revendication ukrainienne, du régime ukrainien, qui voulait récupérer le Donbass, c'était de remettre sous son autorité des populations, la Crimée aussi, simplement russes. Donc le point de vue des Russes, c'est qu'ils ne sont pas du tout en train de construire un empire, c'est qu'ils sont en train de reconstituer les frontières de la Russie vraiment russe avant le communisme. Quand Poutine parle de décommuniser l'Ukraine, c'est de faire disparaître cette carte aberrante créée par le soviétisme. Merci Emmanuel Todd. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à parler de géopolitique mondiale. On s'intéressera également au changement de doctrine nucléaire russe. Qu'est-ce que ça signifie? Vous nous répondrez après une courte pause, Emmanuel Todd. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Emmanuel Todd. Emmanuel Todd qui vient nous parler de sa bande dessinée qui vient d'être publiée chez Casterman. Il était une fois la famille. C'est fait avec Terreur graphique qui illustre cette bande dessinée. Enfin, un peu plus qu'illustré, il a fait le scénario et le dynamisme. Également. Donc voilà, une bande dessinée de Terreur graphique, mais sur les thèses d'Emmanuel Todd, notamment les thèses sur un livret musical, sur les systèmes familiaux. On en parle depuis le début de cette émission. On fait aussi le lien avec l'actualité, avec la géopolitique, puisque vous nous expliquez que finalement les rapports de force entre les nations dépendent de leurs systèmes familiaux, plus largement de leur système de valeurs. On parlait notamment de la Russie, dont le système de valeurs est très différent du système de valeurs occidental.
On est dans je dirais, un point dans un tournant de la guerre, dans un tournant de la guerre en Ukraine, avec la Russie qui menace d'une certaine manière, en expliquant qu'ils viennent de revoir leur doctrine nucléaire, en l'élargissant notamment. Comment vous interprétez ces menaces-là? Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Est-ce que Vladimir Poutine pourrait riposter en utilisant des armes non conventionnelles? Alors, je crois qu'il faut partir du contexte, et c'est vrai qu'on n'est pas très bien informé en France. C'est-à-dire, si vous lisez le journal Le Monde, par exemple, vous êtes dans une purée d'informations qui n'est pas très grave pour les citoyens, finalement, pour ce qui concerne la politique extérieure, qui ne sont pas en première ligne, mais qui est très grave, parce que même les élites, les gens qui décident, sont désinformés par le journal de référence. Mais le contexte actuel, c'est que les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre, et que les Russes sont en train d'avancer, et qu'on ne sait pas quand l'armée ukrainienne va s'effondrer, quand le régime de Kiev va s'effondrer. Il y a des frappes en profondeur de l'Ukraine, malgré tout. Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous dit, mais la réalité, c'est que les Américains sont arrivés. Vous n'êtes pas sur le théâtre d'opération, Emmanuel Todd. Non, mais honnêtement, je parle vraiment, je vous jure que quand ils sont entre eux, les gens du Pentagone parlent comme moi, et ma plupart des sources sont celles, c'est des trucs qui viennent des think tanks autour de. Vraiment, je ne suis pas. Je veux dire, le niveau de désinformation, de non-conscience de ce qui se passe est tout à fait exceptionnel. Donc en fait, la question qui est posée aux Occidentaux maintenant, c'est est-ce qu'ils acceptent leur défaite ou est-ce qu'ils ne l'acceptent pas? Alors ça devient vraiment compliqué, parce que moi je pense que les objectifs russes ont changé et ont grandi. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus simplement de récupérer le Donbass. Et comment dire, par exemple, les interventions géniales des Britanniques pour aider les Ukrainiens à tirer des missiles sur Sébastopol en partant d'Odessa, on fait prendre conscience aux Russes du fait que il fallait qu'ils prennent Odessa s'ils voulaient être tranquilles. Et puis toutes sortes d'autres choses. Et mon sentiment, c'est que les Russes vont aller jusqu'au Dniepr. Et jusqu'à la partie de Kiev qui est sur le Dniepr, et pas plus. Et ils sont, je donne, non pas du tout parce que je suis pro-russe, mais parce que j'essaye de comprendre ce que font les Russes. Je pense que l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est que ils ont compris que les Américains, quand ils signent un accord, ne sont absolument pas fiables. On ne peut pas, les accords de Minsk, on ne peut pas discuter, on ne peut pas. Il y a un principe de non-fiabilité dans le comportement des Occidentaux qui fait que les Russes sont contraints, je veux dire, d'atteindre des objectifs géographiques, stratégiques, indiscutables, définitifs, et qui règlent la question. Et bon, ça c'est difficile à accepter pour les Occidentaux, c'est très difficile. Pour les Ukrainiens aussi, parce que s'il y a des discussions, vous parliez tout à l'heure du Donbass en disant que c'était une terre russe, on peut discuter aussi sur la Crimée. Pour ce qui est de Kiev, c'est autre chose. Non, mais la volonté ukrainienne va disparaître. Qu'on ne se méprenne pas. Non, mais les Ukrainiens, côté nationaliste anti-russe, qui ne sont pas la totalité de la population ukrainienne, puisque tout ce qui était russophone, etc., a été mis au pas en Ukraine. C'est un régime autoritaire, l'Ukraine. Je veux dire, c'est des Ukrainiens ont montré un courage admirable. Le matériel américain était insuffisant. L'aide satellite américaine était très utile. Mais à mon avis, jamais des troupes américaines au sol n'auraient fait aussi bien face aux Russes que les Ukrainiens. Vraiment, c'est vraiment. Mais ça va se terminer. Le régime est sous perfusion. Et la vraie question, c'est est-ce que, même pas les Occidentaux, est-ce que les Américains acceptent leur défaite? Parce que ça va être terrible. Je veux dire, quand on va s'apercevoir que l'OTAN n'a été capable de rien, qu'on aura vraiment percuté que l'Amérique n'a plus l'industrie militaire qui lui permet de faire face. Et quand on aura compris que la Russie ne veut pas aller plus loin,
ce qu'on a devant nous, parce qu'elle n'a pas les moyens démographiques, elle n'en a aucune envie, aucune possibilité, ce qu'on a devant nous est une décomposition de l'OTAN. Donc en fait, l'enjeu de la guerre d'Ukraine, ça n'est pas du tout le territoire ukrainien. Je veux dire, c'est le système impérial américain. Est-ce que c'est vraiment une défaite des États-Unis? Parce que finalement, on voyait que Donald Trump critiquait de plus en plus l'OTAN, qu'il y a une partie des dirigeants américains qui trouvent qu'ils payent trop pour la défense des Européens et qui ont les yeux tournés plutôt vers le Pacifique finalement que vers l'Europe. Donc est-ce que c'est pas plutôt une défaite de l'Europe tout simplement qu'une défaite américaine qui après tout est moins directement concernés que nous? Ah non, une défaite de l'Europe certainement, une manipulation de l'Europe certainement, quelque chose de très dur pour l'Allemagne, puisque en fait les Américains ont très consciemment coupé l'Allemagne de ses liens avec la Russie, énergétiques et autres. Les Américains ont joué contre l'Europe en fait. La grande angoisse des Américains, la grande angoisse stratégique, c'était le rapprochement, non pas tellement entre l'Europe et la Russie, qu'entre l'Allemagne et la Russie, ce qui, quand on dit ça maintenant, on a l'air d'être dans un monde de science-fiction. Mais souvenez-vous de la guerre d'Irak et des conférences de presse simultanées de Schröder, Chirac et Poutine. Ça a terrorisé les Américains, parce que là, ils étaient éjectés du continent. Donc, dans un premier temps, ils ont vraiment réussi. C'est vrai. Mais les Allemands, c'est la question qui est posée là. Le truc qu'il faut surveiller, c'est l'attitude des Allemands. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre des Français, vu le niveau, et les moyens effectifs. Et ça ne se présente pas mieux depuis... de toute façon, on n'a même plus de vrai gouvernement. On est en roue libre ici. On a nos problèmes financiers. Mais l'attitude de l'Allemagne, dans les mois qui viennent, et dans la décision stop ou encore pour la guerre, va être tout à fait cruciale. Et donc, c'est dans ce contexte... Je reviens à la question quand même. La question qui était la menace nucléaire russe. Pourquoi ne pas traiter la question finalement la menace nucléaire russe. La menace nucléaire russe, c'est parce que là, il y a ce débat à l'Ouest sur va-t-on donner des missiles à longue portée aux Ukrainiens pour qu'ils puissent tirer sur le territoire russe d'une façon beaucoup plus massive, avec... pour résultat, pas tellement des résultats stratégiques importants pour les Ukrainiens, mais la perspective d'enflammer l'ensemble du continent. Ça serait le encore pour les Américains. C'est-à-dire que les Américains, après avoir déclenché une guerre civile post-soviétique, déclencheraient une vraie guerre civile européenne pour empêcher tout retour de la paix, accord entre les Russes et les Allemands et tout ça. Alors, on est dans ce contexte. Les Russes sont en train de gagner la guerre. Ils voient que certains pensent à envenimer les choses d'une façon supplémentaire et ils avertissent qu'ils réagiront. Donc tous les débats russes ou toutes les affirmations russes sur ce qu'ils feraient en cas de fourniture d'armes de longue portée à l'Ukraine, armes de longue portée qui ne peuvent être utilisées qu'avec les moyens de guidage et de repérage américains et secondairement britanniques et français, qui considéraient ça comme une déclaration de guerre. Mais je vois tout le monde dire « c'est Poutine, il est fou, comment peut-il dire des choses pareilles ?» Mais imagine, nous sommes Français, imaginez qu'on ait des problèmes avec l'Algérie par exemple, et qu'une puissance étrangère fournisse à l'Algérie des missiles qui lui permettent de tirer sur Montpellier ou Marseille, avec l'aide de ses moyens de guidage. On se considérait comme en guerre avec ce pays. C'est juste ce que sont en train de dire les Russes. Emmanuel Todd, merci. On continue à en discuter après une courte pause sur Sud Radio. On verra... quelle est, selon vous, l'issue de tout cela, si on peut effectivement éviter un embrasement général. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité, avec Emmanuel Todd. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Emmanuel Todd. La conversation portait sur sa bande dessinée, une histoire. Il était une fois la famille, pardon, que vous pouvez lire. C'est publié chez Casterman, mais la conversation, a porté jusqu'à la menace thermonucléaire russe. Alors, on a vu le lien entre les deux pour ceux qui ont suivi l'émission
Pour moi, c'est collector. Hein. Ouais. Passer d'une bande dessinée plutôt comique au risque et à l'inquiétude réelle d'échanges thermonucléaires, je l'avais jamais fait dans ma vie. Eh ben très bien, on est l'émission des grandes premières. C'est ce qui permet, ça permet, le temps permet effectivement d'avoir ça, de développer une thèse. On est heureux que vous puissiez le faire ici sur Sud Radio. Emmanuel Todt, donc oui, on parlait d'échanges thermonucléaires avant la pause. En fait, votre BD nous permet de nous plonger dans la tête des différents peuples et notamment dans la tête du peuple russe, et vous nous expliquiez en gros ce qu'il y avait dans la tête de Poutine. Vous nous expliquiez qu'il n'était pas fou, mais qu'il considérait finalement que l'Occident lui avait déclaré la guerre. Est-ce que pour autant il pourrait mettre sa menace à exécution? Alors l'une des est-ce qu'on va vers une guerre nucléaire? L'une des choses qui m'inquiète vraiment en ce moment, c'est la légèreté des commentaires. C'est-à-dire ce qu'on entend. Je crois que les trucs les plus absurdes en général sont sur LCI, c'est la chaîne qui est spécialisée dans l'absurdité russophobe. Mais merci de nous mettre bien avec nos collègues voilà. Et amis de LCI. Non, mais j'aime mettre un peu de désordre. Voilà. C'est beaucoup des gens, pas tout le monde, il y a quelques militaires. On est dans ces situations où les militaires sont en général plus fiables, responsables et prudents que les journalistes. Je m'excuse de le dire, mais on entend des gens qui disent oui, cette histoire de lui. Il ne le fera pas. Il le fera pas. Mais moi, je vais donner. C'est ce qu'on dit. C'est peut-être qu'on l'espère. On dit il le fera pas. Jamais il le fait. Mais c'est complètement idiot. Il y a des petits moments où ça n'est pas nécessaire, où il va pas déclencher un conflit, le gros de la Troisième Guerre mondiale, mais fondamentalement, l'histoire de cette guerre, c'est que les Russes avaient prévenu qu'ils ne toléreraient pas que l'Ukraine soit intégrée à l'OTAN. Et quand ils ont vu les Américains, les Britanniques en train de réorganiser l'armée ukrainienne et d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, la Russie est entrée en Ukraine. Donc, quand on est à un tournant important, je veux dire, malheureusement, peut-être, les Russes sont totalement fiables. Donc en fait, la prudence minimale, ça serait de prendre ça au sérieux. L'une des choses qui me préoccupe en France, c'est l'absence de débat. Et l'espèce de latitude. La France est puissance nucléaire quand même. Macron, après avoir hésité, après avoir piapiaté avec Poutine pendant des heures, pour devenir ensuite l'un des plus hostiles. Il est très instable, ce garçon, quand même. Et il met beaucoup de désordre déjà dans notre pays. On lui doit les gilets jaunes, on lui doit une dissolution de l'Assemblée nationale totalement loufoque. Et c'est le type qui est en première ligne pour les rapports avec la Russie dans une période de débat sur, alors, échange thermonucléaire ou pas échange thermonucléaire ? Je pense quand même que le moment est venu d'un débat au Parlement. Je veux dire, peut-être que les gens veulent faire la guerre à la Russie, mais il faut qu'on soit conscient de que si on aide les Ukrainiens techniquement à tirer sur le territoire russe systématiquement, c'est une déclaration de guerre à la Russie. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je suis pas pour. Mais il y a peut-être des gens qui pensent que c'est nécessaire, mais il faut le faire. Et si on prend une décision comme ça, mais que le Parlement en discute. Et là, on a une chance, c'est qu'on a un Parlement équilibré en termes de force. Je veux dire, il y a des partis qui sont frénétiquement pour la guerre, il y en a qui sont hostiles. J'ai regardé les votes de cette motion totalement loufoque du Parlement européen qui a recommandé, lui, qu'on balance des missiles longue portée sur la Russie. Donc les partis qui sont actuellement au gouvernement ont voté tout ça. Je crois que le Rassemblement national a voté contre. Il faudrait vérifier, je ne suis pas totalement certain. Les gens de LFI ou équivalent... Ont voté contre, je suppose. Non, ils sont abstenus. C'est un peu des chochottes, quand même. D'accord. Voilà. Mais moi, j'aimerais voir tous ces gens débattre, pas du tout dans un contexte flou européen,
Oui, lointain, parce que lointain et qui n'a pas de pouvoir. Parce que le Parlement européen, il vole des résolutions. Des résolutions, puis il crée une ambiance. Il crée une ambiance au maximum. Mais le Parlement français, quand même, c'est un peu plus sérieux. Le budget, c'est bien, mais après tout, la guerre, c'est important aussi. Donc, le Parlement français pourrait discuter de savoir si on va être officiellement en guerre avec la Russie. Vous craignez un embrasement, une forme d'escalade qu'on ne maîtriserait plus ? En fait, depuis le début de cette guerre, moi, j'ai participé. Je voyais tout le monde très inquiet, et j'ai plutôt été très calme. C'est-à-dire, au moment où les gens disaient ça bascule dans un sens, ça bascule dans l'autre sens, j'étais plutôt... vous m'avez vu pour l'affaire Prigojine, pas tellement agité, truc où la contre-offensive ukrainienne. Je dis non, elle va foirer, ils n'ont pas assez d'armement, puis les Russes prennent leur temps, etc. En fait, là, pour la première fois depuis le début de cette guerre, parce qu'on est au point culminant, au moment décisif de basculement, là, je suis un peu inquiet, vraiment. Là, j'ai une vraie inquiétude. Je pense que c'est vraiment le moment de réfléchir. C'est vraiment le moment d'accepter de voir la réalité de la guerre. C'est-à-dire encore une fois, les gens qui sont anti-russes ont le droit de l'être. Moi, ça n'est pas mon cas. Je pense qu'une victoire de la Russie serait plutôt le retour de la paix en Europe, parce que je pense que c'est les Américains qui entretiennent le désordre, et je pense que la Russie n'a pas la capacité démographique et pas la volonté d'aller plus loin, et qu'au contraire de tout le monde, je pense qu'une victoire russe serait suivie à la surprise générale par le retour de la paix. Mais les gens ont le droit de penser autrement. Mais il faut débattre. Il y a des décisions, et fondamentalement, l'idée qu'on va peut-être, ou qu'on pourrait simplement, parce que les gens ne réfléchissent pas, ne s'informent pas, se racontent sans arrêt que les Russes sont absurdes, impuissants, ne comprennent pas que l'idée d'indépendance nationale est pour eux fondamentale. Ils ne comprennent pas parce qu'elle ne l'est plus pour nous. Je veux dire, vraiment, ça serait grave. Il faut qu'on discute. Il faut vraiment que... Vous êtes très dur avec les États-Unis. Vous parlez d'impérialisme américain. Tout de même, une défaite de l'OTAN dont on peut discuter l'influence. Est-ce que ce ne serait pas inquiétant pour l'Europe, parce que admettons que la menace russe n'en soit pas une, c'est ce que vous pensez, en tout cas pas une menace directe pour l'Europe au-delà de l'Ukraine, ce qui est déjà pas mal. Admettons cela, il y a d'autres menaces dans le monde et l'Europe ne paraît pas pour le moment, qu'on le regrette ou pas, en mesure de se défendre seule. Non, mais l'Europe actuellement est mise dans une crise économique largement à cause de cette guerre. C'est un truc qu'on ne dit pas non plus. On est là à se lamenter sur une situation économique. Elle avait commencé avant. Mais on a pris et le désarmement de l'Europe a commencé bien avant. Oui, mais les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas fait grand mal à la Russie, finalement. Ça lui a permis de recentrer son économie sur l'axe de la Volga et l'Asie. Ça a contribué considérablement à l'effondrement des... Ce qu'on vit en France actuellement, là, on est en train de s'exciter sur le déficit commercial, budgétaire et autres. Mais tout ça a quand même un rapport avec cette guerre absurde. Il nous reste 30 secondes, Emmanuel Todd. Peut-être une dernière question sur les États-Unis. Sur les États-Unis, est-ce que ça change quelque chose? Non, maintenant je voudrais 30 secondes. Non, parce que ça change rien, parce que Trump, il est moins anti-russe, mais il est beaucoup plus anti-iranien. Et comme les Russes ont un principe de loyauté et que le partenariat russo-iranien est maintenant fondamental, jamais les Russes ne laisseront tomber les Iraniens. Donc ça sera pareil. Mais moi, je voudrais terminer sur une chose. C'est un sujet sur lequel j'ai hésité, vasouillé pendant toute ma vie. Mes liens personnels sont plutôt avec le monde anglo-saxon. Donc c'était toujours un arrachement de devoir critiquer, etc. Mais vraiment, au stade actuel, et quand je vois ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Israël, etc., maintenant, c'est extrêmement simple.
je vais terminer par un numéro comique pour être dans l'esprit de la BD. Je vais faire genre prophète de l'Ancien Testament recyclé. Au terme d'une longue vie de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. Merci Emmanuel Todd qui prend donc ses responsabilités. C'était sur Sud Radio en toute vérité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Après ce numéro qui, je pense, va rester collector. Merci, à bientôt. Je vous laisse avec les informations. Merci à vous. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.